Merci Laurent pour ce très joli topo. Donc, on va donner la parole aux discutants. À vous, messieurs. Juste pour faire court, peut-être pour donner la parole à la salle, parce qu'on ne l'a pas donné tout à l'heure. Merci Laurent pour ce très beau exposé. Je n'ai pas vraiment je vais dire, d'anicroche avec ce que tu as dit, mais néanmoins, dans tout ce que tu as présenté, on parle beaucoup de l'exérèse. D'accord ? Tu ne nous as pas montré de vidéo de la reconstruction et quand même la duodénopancréatectomie céphalique, que ce soit pour adénoca ou pour autre chose, le talon d'Achille, c'est quand même la reconstruction qui, après, je ne sais pas, 50, 60, 80 ans de chirurgie pancréatique, nous n'avons toujours pas résolu. Donc moi, dans les papiers que l'on voit, sauf Philippe, bien sûr, il n'a pas résolu. Non, c'est Karim qui te montre du doigt. Et je voulais savoir ton avis, parce que c'est vrai que la durée de séjour, c'est vrai que la célioscopie ou le robot, alors je suis d'accord, hein, on est beaucoup mieux au robot que par la laparoscopie au niveau ergonomique. C'est vraiment plus proche de la laparotomie, mais la limite, tu l'as dit, c'est l'accès. Mais on a envie de dire que quand les malades vont bien, voire très bien, même après la laparotomie, ils sortent vite. Et à l'inverse, c'est-à-dire les malades par voie mini-invasive, quand ils font la fistule ou qu'ils ont la gastroparésie, ben, on n'a pas de supplément de bénéfice du mini-invasif. Je ne sais pas quel est ton sentiment sur ça. Moi, je trouve que c'est bien, on y voit beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour apprendre, parce que pour toute la phase de résection, après, quid de la reconstruction et réellement des suites. Voilà. Et comme tu l'as montré à la fin, ça peut être extrêmement dangereux parce qu'on peut faire des plaies très graves. Et au robot, tu l'as très bien souligné, mais il faut au début notamment avoir un jeune chirurgien avec nous habillé en stérile parce que comme tu l'as dit, l'interne fait beaucoup de choses au robot et des choses importantes. Laurent. Merci Fabrice pour l'ensemble des questions. Alors, concernant les suites post-op, parce que c'est ça finalement le taux de fistule, on a l'impression que dans les quelques papiers, là, ceux que je vous ai présentés, on a à peu près le même taux de fistule grave, B et C. Et puis finalement, la question d'aujourd'hui, c'était l'adénocarcinome du pancréas. Et dans l'adénocarcinome du pancréas, on a un peu la chance d'avoir un peu moins de fistules sur l'anastomose pancréatique que quand on fait pour un ampulome ou pour une TIPMP un peu grave. Et donc, on a un peu moins de fistules de base quand on opère un cancer du pancréas. Après, aujourd'hui, si je compare ma petite expérience de la DPC Célio, que j'ai arrêtée, mais pas avec un grand malheur. C'est-à-dire que ça ne m'a pas embêté d'arrêter parce qu'effectivement, après avoir fait 35 DPC Célio, je trouvais que j'avais trop de complications et trop de complications qu'on ne voyait pas trop en laparotomie, c'est-à-dire la petite fistule biliaire qui quand même peut aller chatouiller l'artère et faire saigner. Et donc, j'avais plus d'hémorragie post-opératoire lorsque je faisais des célioscopies et que je n'ai pas aujourd'hui par voie robotique. Alors, après, c'est un début d'expérience aussi. Hein, je suis à 50 DPC robots. C'est pas, voilà. Je trouve qu'on fait mieux par voie robotique, que ce soit en termes oncologiques de curage, parce que globalement, on a le même nombre de ganglions. Hein, ce qu'ils disent dans la littérature, c'est ce qu'on voit dans la vraie vie. Et en termes de complications, eh bien, on n'a pas plus de complications que par laparotomie. Alors après, je ne dis pas sur un pancréas extrêmement mou. Si j'ai un pancréas tout mou, ça ne m'embêtera pas de faire une mini-lap pour sortir la pièce et de faire une anastomose pancréatique qui, de toute façon, va fuir, puisque même par laparotomie, elle fuit. Mais je me dis que peut-être elle fuira un peu moins. Mais ça, je pense qu'on n'aura jamais une réponse factuelle à cette réponse. Des questions dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur Sakounia, vous êtes… Je fais juste un dernier petit commentaire. Aujourd'hui, on parle d'adénocarcinome du pancréas. Je crois que malheureusement, on l'a vu, la chirurgie, même quand elle est exceptionnelle, ce n'est pas elle qui va guérir de façon définitive ou en tout cas améliorer de façon importante les résultats de la prise en charge d'un adénocarcinome du pancréas. Donc, c'est toujours, même si je fais de la chirurgie laparoscopique et de la chirurgie robotique du pancréas, je ne suis pas certain que la voie d'abord soit un élément essentiel dans la prise en charge de ces patients qui ont un cancer du pancréas.
et que finalement, j'espère que nos amis oncologues et biologistes nous permettront d'améliorer le pronostic de ce cancer, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit l'amélioration soit du côté du chirurgien. Moi, j'ai une question donc à vous trois qui avez l'expérience de la robotique. C'était déjà un peu dans l'air avec la célioscopie, ça a l'air peut-être un peu plus clair avec la robotique. Il y a moins de gastroparésie. Est-ce que vous confirmez cette impression-là? Est-ce que vous trouvez que ça simplifie vraiment le… Alors, moi, j'ai une réponse. En fait, au début de l'expérience, sur les 20 premières, alors c'est une réponse de feignant, c'est-à-dire qu'en robot, c'est très embêtant d'aller chercher, au moment de faire de la gastroentérose, d'aller chercher en sous-mésocolique tendance grêle. Et donc, je faisais des anastomoses tout en sus-mésocolique avec l'anse que je montais à bloc en rétromésentérique. Et là, j'avais beaucoup de gastroparésie, j'avais même plus de gastroparésie qu'en laparotomie. Et puis, donc, au bout de 20, je me suis dit, c'est quand même bizarre, ils ont des suites plus simples, mais par contre, des fois, ils se gardent la sonde gastrique pendant 15 jours, ce qui est très embêtant. Et donc, j'ai changé et je suis revenu à une technique plus conventionnelle, c'est-à-dire que, mais pour faire plus conventionnel, je repère l'anse sur laquelle je vais faire ma gastro-entéro en début d'intervention, au moment où je ne suis pas fatigué et qu'on n'est pas à 6 heures d'intervention ou 7 heures d'intervention, parce que un petit conseil, c'est très embêtant, voire très chiant, pour faire simple, d'aller chercher l'anse jéjunale en sous-mésocolique en robot en fin d'intervention. Donc, il faut repérer son anse. Et quand on repère l'anse et qu'on fait comme en laparo, en fait, eh ben, on a les mêmes résultats. Et il y a probablement, oui, un peu moins de gastroparésie si on fait le même montage. Le piège, c'est ce que disait Fabrice, c'est que sur les reconstructions, est-ce qu'on fait aussi bien qu'en laparo? C'est vrai pour l'anastomose pancréatique, mais finalement, pour l'anastomose gastro-jéjunale, quand on veut changer ce qu'on fait par laparo, bah, des fois, ça marche moins bien. Moi, j'ai eu l'expérience sur les 20 premières, et donc j'ai changé. Messieurs? En robot, je n'ai pas assez d'expérience. En laparoscopie, oui, on n'avait pas beaucoup de gastroparésie, mais c'est vrai qu'il y avait le reste des complications. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire le même montage qu'on faisait par laparotomie, et particulièrement éviter de le faire en rétromésentérique, parce qu'on peut avoir des gastroparésies, mais on peut aussi avoir totalement une occlusion sur l'anse montée. Parfois, on est obligé de réopérer le patient. D'autres questions? Oui. Je voulais savoir quel drainage biliaire les chirurgiens préfèrent-ils? Prothèse d'apposition, prothèse classique par voie endoscopique? Est-ce qu'il y en a qui font des drainages directement par les radiologues? Où en êtes-vous avec la chimio néoadjuvante qui précède toutes ces DPC? Qui veut répondre? Ben, finalement, aujourd'hui, c'est soit le drainage endoscopique standard avec une CPRE. Au moindre doute, ils font des prothèses axios, des dérivations cholédocobulbaires. Et il y a une petite série française auquel on est un peu tous à avoir participé qui dit que la DPC après prothèse axios, ça ne change pas la chirurgie et ça ne semble pas changer en termes oncologiques. Et puis, quand il y a un échec de l'Axios ou de la CPRE, on fait appel à nos collègues radiologues pour un drainage interne-externe, mais qui est moins agréable pour le malade, notamment s'il doit avoir 3-4 mois de chimiothérapie avant d'être opéré. Donc après, on peut faire, par contre, une fois qu'ils ont le drain interne-externe, ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on demande à nos collègues gastroentérologues de faire un rendez-vous. Et donc là, ils n'ont pas de problème pour glisser leur prothèse et enlever le drain interne-externe. Mais ça multiplie les procédures. Et on peut rajouter qu'il y a un petit doute à propos des prothèses axiaux sur une augmentation de la fréquence des angiocolites, en particulier pendant la durée nécessaire au traitement néoadjuvant, ce qui peut perturber un peu la bonne réalisation sereine et efficace de ce traitement néoadjuvant. En revanche, il n'y a pas de pancréatite aiguë à la pause. Donc, il faut choisir entre deux mots et je ne pense pas que la solution apparaisse de façon limpide encore à ce jour. D'autres questions? Tu as évoqué cette étude hollandaise avec des gens qui avaient déjà une courbe d'apprentissage.
qui a été arrêté. On sait pourquoi, quelles ont été les complications qui ont conduit à arrêter cette étude? Non, moi je les ai pas en tout cas. Les complications, c'est des morts. Donc voilà. Mais de quoi sont-ils morts? On ne sait pas s'ils ont fait des embolies pulmonaires, c'est de l'hémorragie. Quand on regarde les résultats complets de l'étude, il n'y a pas plus de morbimortalité dans le bras célioscopie. Donc, a priori, ils ne sont pas forcément morts de complications d'hémorragie, qui est quand même la complication qui tue après des PC ou de sepsis grave. Voilà. Plutôt. Oui, oui. Dans l'étude, en fait, il y a des accidents péropératoires gravissimes avec des dissections de l'axe mésentérique, de l'artère mésentérique. Voilà. Des plaies, Donc, des agrafages voilà. intempestifs. Donc, en fait, après, ça ne se voit pas en morbidité, mais parce que le patient il est décédé assez rapidement, en fait. Non, il y avait vraiment une légitimité à arrêter cette étude. 10% de mortalité dans le groupe laparoscopie, c'était clair qu'il fallait l'arrêter. Et donc là, les Hollandais font une étude européenne, oui. open versus laparoscopie versus robot. Oui. Voilà. Alors, en sachant que moi, Da Vinci m'a envoyé, avant de débuter la chirurgie robotique, voir un expert de la chirurgie robotique pancréatique. Et c'était assez particulier leur technique. Hein. C'est-à-dire que c'est celui qui est entre les jambes, donc l'aide, qui utilise l'instrument qui coupe. Et finalement, celui qui est au robot, il expose. Donc, c'est très, très particulier comme technique. Voilà. Donc, il risque d'y avoir des mauvais résultats dans le bras robotique de cette étude prospective randomisée. Parce qu'aujourd'hui, le seul intérêt, c'est quand même, c'est d'avoir un robot XY ou X, de pouvoir agrafer soi-même, de pouvoir mettre ses hémologues soi-même, de pouvoir utiliser les instruments d'énergie avancée soi-même, et que l'aide, finalement, il est là éventuellement pour écarter un petit lac, il est là pour amener les fils, il est là. Mais voilà. Donc, finalement, si c'est comme ça, les résultats risquent d'être mauvais. Mais il y a 2 autres études prospectives randomisées. Donc... Antonio, tu voulais rajouter? Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'aux Pays-Bas, la technique est une technique qui est plutôt de la cellule robot assistée que véritablement du robot, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Et, bon retour à Rennes. Merci.